Merci Eric et merci à vous tous d'être là. Je vais parler en français parce que je ne parle pas l'italien. Je le comprends et je peux énoncer quelques éléments de livret d'opéra qui vont de Lorenzo da Ponte pour Mozart jusqu'à Francesco Maria Piave pour Verdi, mais ce n'est pas forcément ces choses-là qu'on a envie d'entendre à longueur de temps, surtout si elles ne sont pas chantées. Je vais essayer de parler pendant 1 heure. Si j'ai fini, c'est bien. Si j'ai pas fini, c'est pas grave. Parce qu'après, on va se promener dans le jardin et j'aurai peut-être l'occasion de redire brièvement, rassurez-vous, pour ne pas alourdir inutilement le propos, un certain nombre de choses que j'aurais pu dire à propos des images que vous ne verrez peut-être pas très bien, donc c'est pas grave finalement. J'ai mis là un plan de Versailles qui reste peut-être le modèle absolu du jardin à la française. On peut peut-être dire 2 choses tout de suite à propos de Versailles. Et vous verrez que c'est assez intéressant par rapport à ici. Le jardin converge, disons, si vous voyez bien ce plan, mais je ne suis pas sûr que vous le voyez bien, tout converge vers le château qui est là, et tout diverge du château. C'est ce qu'on appelle un mouvement pendulaire. Tout va vers le château et tout part du château. Et la ligne qui est utilisée est massivement la ligne droite, qui est une ligne abstraite, puisque nous savons qu'en principe, la nature privilégie probablement la courbe, l'ondulation. Et ça, je crois que c'est très important. Le jardin est un dialogue entre la raison humaine et la nature. Et c'est vrai que quand vous vous retournez ici, vous voyez bien que vous avez une superbe ligne droite, et que cette ligne droite, elle n'était probablement pas là au départ, qu'il a fallu la faire. Et donc, il a fallu imposer un ordre au réel. Alors, l'image numéro 2 tentait d'évoquer ce que c'est que le plan du jardin à l'anglaise. Je pense, si vous voulez, que de façon assez étonnante, la France et l'Angleterre ont proposé des modèles de jardin au monde, et elles ont proposé ces modèles de jardin en liaison avec l'hégémonie politique qu'elles ont exercée en Europe. La France, disons, à la suite de l'Espagne au XVIIe siècle, et puis l'Angleterre à la suite de la France au XVIIIe, au XIXe. Alors, ne prenez surtout pas ça pour une négligence de l'Italie, mais puis-je me permettre de vous rappeler ici que l'Italie ayant acquis une existence nationale tardive, elle n'a pas pu proposer un modèle national hégémonique de jardin qui s'est répandu dans toute l'Europe. Cela dit, il se peut que l'Italie de la Renaissance soit un modèle de l'Europe à venir. C'est-à-dire que quand les Écossais auront voté leur indépendance, les Catalans aussi, que les Sardes et les Corses auront fait la même chose, on sera peut-être amené à revenir non pas à une monopolarité à la française, tout converge vers Paris et tout part de Paris, mais on sera amené à revenir à une multipolarité de la première Renaissance italienne, pas la deuxième, pas la Renaissance romaine, mais la première Renaissance italienne qui a été largement analysée par une historienne britannique qui s'appelle Alison Cole, qui a merveilleusement montré comment cette multipolarité de la première Renaissance italienne a été à la source de son leadership créatif. C'est-à-dire que nous ne saurions pas ce que c'est que la Renaissance s'il n'y avait pas eu, effectivement, les pôles multiples de cette première Renaissance italienne, entre lesquels les artistes ont circulé, procédant à ce qu'on peut appeler une pollinisation, en anglais cross-fecundation, c'est-à-dire que, par exemple, quand un Antonello né à Messine arrive à Naples, où il apprend la peinture à l'huile de Colantonio, qui lui-même l'a appris de Barthélemy Deck, venu dans la suite de René d'Anjou de Bruges, et qu'ensuite Antonello repart à Ferrare, que là il a la confirmation de l'importance de l'huile quand il voit le portrait du grand bâtard d'Est, aujourd'hui au Metropolitan, fait par Roger van der Weyden, et qu'il arrive à Venise et qu'il fait dans l'église de San Cassiano un retable qu'on appelle le retable de San Cassiano, aujourd'hui démembré, et dont il reste quelques éléments à Kunsthistorisches à Vienne, et que Giambellino, le jeune Giovanni Bellini, voit ce tableau, lui qui est complètement sous l'influence de la tempéra de son beau-frère Andrea Mantegna, tout d'un coup il dit « alors je ne plaindrai plus qu'à l'huile ». Et vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la multipolarité, c'est-à-dire que des gens circulent
Ils reçoivent quelque chose des endroits où ils vont, ils apportent quelque chose dans les endroits où ils vont, et on est dans des mouvements de nature brownien et pas dans des mouvements de nature pendulaire, c'est-à-dire, encore une fois, tout vers le centre. Alors après, la deuxième Renaissance, la Renaissance romaine, ça marchera de manière effectivement monopolaire et un mouvement pendulaire. Monsieur Buonarroti, Michel-Ange de son prénom, aurait dû faire sa carrière à Florence. Mais parce qu'il naît au moment de la deuxième Renaissance romaine, il fait sa carrière à Rome. Le fils de Giovanni Santi, vous savez, auquel Giovanni Santi avait donné un prénom un peu étrange, Raphaël, il est né à Urbino. Et il a appris la peinture en descendant en courant depuis l'atelier de son père, en montant la rue principale pour rentrer dans le palais, la Domus Regia de Frédéric de Montefeltro, et il est tombé nez à nez avec la flagellation de Piero della Francesca. Et il a compris ce que c'était que la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est fabuleux. Mais ensuite, Raphaël, il a été obligé d'aller peindre à Rome, parce que dans la deuxième Renaissance, on est dans le monopolaire. Pendant longtemps, l'Europe a tenté, bruxelloisement parlant, d'être monopolaire. Là, elle va peut-être être obligée de redevenir multipolaire, parce qu'il y a un certain nombre d'entités culturelles, géographiques, qui demandent une autonomie. Elles demandent à être rattachées directement à Bruxelles et à ne plus passer par les figures de l'État-nation du 19e siècle. Enfin, je ne vais pas sur les jardins, je ne sais pas pourquoi je raconte ça maintenant. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Bon, voilà. Et vous voyez, ça, c'est un jardin à l'anglaise. Alors, c'est un jardin à l'anglaise qui est en France, à l'Isle-Adam. C'est ce qu'on appelle le parc de Cassan, dont il ne reste rien. Parce qu'il n'y a rien de plus fragile que les jardins. Ça, les jardins, ce sont des gouffres. Je ne devrais pas parler de ça devant les... Mais ce sont des gouffres financiers, les jardins. Vous savez que la plupart des grandes familles aristocratiques anglaises se sont débarrassées de leurs jardins au profit du National Trust. Seul le National Trust est capable aujourd'hui d'entretenir véritablement des jardins. Parce que cette lutte pour imposer un ordre fragile et lisible à la nature, évidemment, n'a qu'une envie, c'est de reprendre ses droits. Et donc de re-rendre, d'une certaine manière, illisible le jardin. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas, pardon, dans l'image qui est là? On ne voit pas quoi? On voit une multipolarité et on voit une prédominance de la ligne courbe. Celle dont William Hogarth disait « the OG line, the line of beauty and truth », la ligne de la beauté et de la vérité. La ligne courbe est la ligne de la beauté et de la vérité. Et alors, si vous regardez effectivement un plan qui devrait vous intéresser, c'est-à-dire le plan d'ici, tout simplement, de la Villa Garzoni, vous voyez quand même que dans la Villa Garzoni, il y a quand même une sorte de place privilégiée qui est faite à la géométrie et à l'orthogonalité. En ça, Garzoni est lié à Versailles, peut-être d'ailleurs plus sous la forme d'une influence de Garzoni sur Versailles que sur Versailles. Le nôtre était quelqu'un... Les gens croient que le nôtre, c'est une espèce de météore qui serait tombé comme ça du ciel en ayant appris le jardinage quand il était petit. Le nôtre était fils de jardinier, petit-fils de jardinier. Il était au courant de tous les plans des jardins possibles et imaginables qui existaient partout. Donc voilà. Alors ensuite, évidemment, ça c'est très intéressant parce que ça fait partie du plan du jardin. C'est-à-dire le moment où l'ordre renonce à sa suprématie en faveur d'une sorte d'errance et où on sort effectivement de la ligne droite et de l'angle droit pour commencer à suggérer effectivement quelque chose de beaucoup moins rationnel et de beaucoup moins géométrique. Alors, ça c'est fabuleux. Parce que ça, c'est la fin de Versailles. Et vous voyez qu'à la fin de Versailles, vous avez Petit Trianon qui est là, qui est à la française, et tout le reste du jardin de Versailles est à l'anglaise. Donc même la France a été obligée d'accepter le modèle de jardin à l'anglaise, qui était devenu le seul modèle de jardin habitable à l'époque. Alors, c'est probablement le premier des grands jardins à la française, c'est Vaux-le-Vicomte, qui va être l'occasion d'un événement fondamental dans la fameuse nuit du 17 août 1661. Le cardinal de Mazarin, puisque vous savez que la France a souvent été gouvernée par des Italiens, le cardinal de Mazarin vient de mourir. Au premier conseil qui suit la mort de Mazarin, le roi dit « j'entends désormais gouverner sans ministre », mais vous savez qu'on n'est jamais destiné à entendre que certaines choses. Et on a beau entendre d'autres choses, on a beau écouter d'autres choses, on ne les entend pas. Le personnage Nicolas Fouquet, que Mazarin a préparé pour lui succéder, ne comprend pas cette phrase du roi que le roi entend gouverner sans ministre.
Et donc, effectivement, Fouquet, que vous voyez ici, continue ses travaux sur Vaux-le-Vicomte. Et alors là, je voudrais juste vous suggérer, qu'est-ce qui a fait que Fouquet a fait Vaux-le-Vicomte? C'est qu'il s'est dit, et vous voyez, ça c'est dramatique, hein, c'est dramatique parce que nous passons notre temps à produire des messages qui ne sont pas décodés de la manière dont nous avions prévu. Hein. Le grand encodage du message de Fouquet, c'est quand les gens verront Vaux-le-Vicomte, ils se diront qu'il est grand le roi qui a un tel ministre. Le seul problème, c'est qu'un certain nombre de gens n'ont pas fait la même interprétation de Vaux-le-Vicomte, et en particulier Louis XIV lui-même n'a pas dû... Alors, aidé par Colbert, hein, qui voulait régler son compte à Fouquet, mais aidé par Colbert, Louis XIV a produit une toute autre interprétation de Vaux-le-Vicomte. Ça, faut toujours se méfier. Hein. Quand on est un leader, on encode des messages, mais il faut prévoir dans l'encodage la dérive inévitable du décodage. Hein. Ça, c'est absolument évident. Et alors, évidemment, le château, vous avez un monsieur qui s'appelle André Levaux. Ensuite, vous avez Louis XIV, bien sûr, et Fouquet. Et ça, c'est le moment tragique. C'est-à-dire que vous avez le grand salon qui est en ellipse. Ça, c'est très, très intéressant. Grand salon qui est en ellipse, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas ignorer que quelques décennies auparavant, à Prague, Rodolphe II de Habsbourg a rassemblé deux personnages fondamentaux, un Danois qui est le plus grand observateur astronomique de son temps, Tycho Brahe, mais qui est nul en mathématiques, donc qui ne peut pas modéliser ses observations. Du coup, exemple merveilleux de, effectivement, recrutement synergique, Rodolphe II convoque un mathématicien allemand qui s'appelle Johann Kepler et il lui donne pour mission de modéliser les observations de Tycho Brahe. Johann Kepler était myope comme une taupe. Donc, ça, c'est ce que j'appelle du recrutement synergique. Quelqu'un qui voit mais ne sait pas calculer, quelqu'un qui calcule mais ne sait pas voir. Et à tous les deux, ils vont produire cette idée absolument terrifiante que, contrairement à ce qu'avait dit Copernic pour essayer de sauver le système, les orbites des planètes ne sont pas circulaires, elles sont elliptiques. Et à partir de ce moment-là, toute l'architecture, y compris l'architecture ecclésiastique, va devenir elliptique. Alors, je n'ai pas besoin de citer devant des amis italiens ça, mais je le redis pour nos amis français qui par hasard auraient oublié. Hein. Si vous connaissez évidemment la Salute de Baldassare Longhena sur le Grand Canal à Venise, église votive pour l'exécution d'un vœu pour la préservation de la ville de la peste, tout est elliptique. Et puis alors, vous avez deux exemples absolument fabuleux sur la Via del Quirinale à Rome, où vous avez à 300 mètres d'intervalle ou de distance deux églises, une absolument fantastique par le Bernin qui s'appelle Saint-André du Quirinal, en ce moment fermée pour restauration, et l'autre qui est celle, alors le chef-d'œuvre absolu, bien sûr, de Francesco Borromini, qui s'appelle San Carlo alle Quattro Fontane, Carlino, hein, Saint-Charles aux Quatre Fontaines. Et quand vous entrez dans ces églises, vous n'avez plus de rectangle et vous n'avez plus de cercle, hein, plus de carré et plus de cercle, vous avez une ellipse. Parce que, évidemment, l'ellipse est devenue la structure architectonique du monde. Et vous voyez qu'à Vaux-le-Vicomte, vous aviez le grand salon est elliptique. Et alors, il y a un moment terrible, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous connaissez certainement ça en France. Il y a ce qu'on appelle Guignol. Alors, vous savez, Guignol, quand Guignol est en train de faire des bêtises, généralement, le gendarme commence à arriver derrière. Et tous les enfants se mettent à hurler en disant « le gendarme, le gendarme ». Et là, on a la même chose, hein, on entend la scène. C'est-à-dire, Fouquet, fin d'après-midi du 17 août 1661, accueille Louis XIV, sa mère et le frère du roi à l'entrée du château. Il les amène dans le salon. Et là, on commence à crier « Attention, tu vas trop parler ». Et effectivement, Fouquet dit « Vous voyez, sire, un jour, sur le plafond de ce salon, Monsieur Lebrun, Charles Lebrun, que vous voyez à droite, peindra la course du soleil ». Et alors évidemment, question de Louis XIV, et là on sent que c'est le début de la fin. Et de qui le soleil aura-t-il le visage? Et Fouquet répond, mais le mien, sire. Et à ce moment-là, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que dans une monarchie en dérive d'absolutisation,
la figure symbolique du soleil ne peut appartenir qu'au roi. Tous les autres n'étant que des satellites du roi. Et quelques jours après, vous le savez, Fouquet sera arrêté et terminera toute sa vie à la forteresse de Pignerol, ce qui n'est pas absolument un destin tellement enviable. Paul Morand écrira un très joli petit livre, absolument génial, on n'a jamais fait mieux sur le 17 août 1601, qui s'appelle Fouquet ou le soleil offusqué. Alors vous voyez, ça c'est magnifique. Vous voyez cette idée, là vous êtes vers l'entrée du château, tout converge, comme je l'ai dit, vers le château, et tout va diverger à propos du château. Et en gros, ce qu'on a reproché à Fouquet, c'est d'avoir usurpé une